Nous avons une question ici. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Donc Quentin Quiros, UMR Décode. Il y a un chiffre qui m'a un peu interpellé sur une des présentations, c'est le nombre de pêcheurs amateurs. Et en fait, donc ils sont au nombre de 3000, grosso modo, sur les migrateurs. Et en fait, quand je vois la quantité d'énergie dépensée pour essayer de mettre en place des quotas, des réglementations, des choses comme ça, en fait, je me demande de l'intérêt réel d'investir autant là-dedans et de déplacer en fait cette ressource-là sur d'autres problématiques comme la restauration des cours d'eau, la qualité de l'eau, qui bénéficieraient à un plus grand nombre d'espèces et, j'allais dire, au bien commun. Marie-André, Étienne? Oui, alors cette remarque, elle est pertinente, hein, mais je pense que beaucoup d'effets de mobilisation de la société, ils passent aussi par des éléments qui sont des éléments assez subjectifs, mais les espèces iconiques, ça existe. Et donc, le saumon atlantique en fait partie. Et beaucoup de problématiques qui sont des problématiques assez générales, en fait, peuvent être abordées. On peut y rentrer par certaines espèces iconiques. Et je pense qu'on ne peut pas nécessairement juger de l'intérêt à la fois de préserver une espèce qui est devenue rare, et qui est en danger, et qui est en particulier devenue rare chez nous, simplement par le nombre de pêcheurs de loisirs qui sont concernés, même si c'est une dimension importante. Je pense qu'il y a des enjeux de préservation de la biodiversité. Et derrière, un bon nombre de politiques qui peuvent être conduites à la fois quand on va regarder l'état des milieux et leur capacité à soutenir des populations en bon statut de conservation, eh bien, on va aussi très souvent déboucher sur des problématiques plus générales de qualité du milieu, de restauration de la continuité écologique qui ne bénéficie pas qu'au saumon atlantique. Donc voilà. Donc oui, on peut toujours considérer que c'est quelque part disproportionné, mais je pense que c'est quelque chose d'assez général. C'est pas très original. Et là, je pense que c'est surtout l'usage que l'on fait après ça dans les politiques publiques de cette voie d'entrée que peut être aussi le saumon atlantique pour des politiques à une portée éventuellement plus générale. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais en fait, ce n'était pas forcément par rapport à tout ce qui va être fait sur diagnostic des cours d'eau, des choses comme ça, parce que je trouve ça super intéressant, même de là, aller voir tout ce qui va être pathogène et les conséquences qu'il peut y avoir sur les populations. Mais vous avez parlé de la limite entre conservation et exploitation. Et en fait, pour moi, la balance, elle est, à l'heure actuelle, vraiment du côté de la conservation, puisque, comme je dis, l'intérêt, on va dire, global, général, aura plutôt tendance à porter vers cette voie-là, vers la conservation. Et donc l'énergie, l'investissement devrait porter là-dessus. Et finalement, de l'autre côté, on a en fait la partie exploitation. Donc je parle là purement loisir. Ça représente finalement une proportion en France qui est, j'allais dire, négligeable, quoi. Ben oui, mais quand on regarde l'exploitation de loisirs ou l'exploitation professionnelle, parce qu'il y en a aussi, il y a aussi de l'exploitation commerciale sur le saumon atlantique. En fait, quand on y rentre par les pêcheries, qu'elles soient de loisirs ou professionnelles, et qu'on rentre dans les recommandations internationales qui vont avec, ben tout de suite, on rentre dans des problématiques de conservation parce que une recommandation internationale clé de la NASCO, c'est de dire que l'exploitation est subordonnée à la conservation. Et donc, ça nous amène à nous poser des questions de conservation, ça nous amène à mieux comprendre le statut de conservation de l'espèce, ça nous amène à produire des indicateurs de conservation et à aller vers des aspects qui concernent la conservation des cours d'eau en général. Donc, je pense que c'est... Voilà, je pense qu'il faut plus le regarder comme un coin par lequel on rentre, voilà, plutôt que, en fait, dans beaucoup de... Si on reprend le projet Renosom qu'on a regardé, il y a une bonne partie du travail de base qui nous a permis, in fine, effectivement, de travailler sur l'évaluation de scénarios. Ça a été toute l'élaboration de reconstituer des séries d'abondance, évaluer le statut de conservation, se mettre d'accord entre les acteurs sur
comment définir des critères opérationnels de définition du statut de conservation. Et après, sur la base de cette évaluation du statut de conservation, eh bien, comment on peut nourrir des politiques publiques qui vont permettre de préserver ou de restaurer un statut de conservation adéquat. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup la façon dont on s'en sert qui est importante là-dedans. Voilà. Merci Étienne Prévost. Il y a une autre question. Oui, il y a une autre question. Renaud Layadi de la PPMA de l'Elorn. Je suis ici, voilà. J'ai deux questions en fait, et elles concernent l'interdisciplinarité de vos travaux. La première concerne Monsieur Prévost. Et là, on est en train de parler de réajustement et de l'arbitrage entre conservation et exploitation. Et je me posais la question sur une rivière, et les rivières bretonnes sont courtes, avec un estuaire qui est soumis à la pêche par filet. On en a parlé ce matin. Est-ce que vous intégrez cette dimension ? Ou bien est-ce que vos travaux sont uniquement le produit du dialogue entre les pêcheurs de saumon pêche récréative et puis finalement les objectifs de conservation de la ressource? Et puis derrière ça, il y a une deuxième sous-question. Professionnellement, je m'occupe de négociations climatiques. Je suis la négociation climatique au COP notamment. J'ai revu que le précédent système avait mis 20 ans, je dirais, à être questionné et validé. Et donc, or, on sait qu'on a une accélération actuellement du changement climatique. On est pratiquement à 1,5 déjà. On va gaillardement vers les 2 et rien n'est fait. Donc, on va être sur des laps de temps beaucoup plus court. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vos systèmes sont suffisamment robustes pour pouvoir répondre à une accélération de la mutation des écosystèmes? L'autre question était plus pour Monsieur Girard. À propos de l'UDN ou de l'UEN, appelons effectivement épidermique au lieu de derme, la question... uniquement sur les fleuves bretons. J'ai noté que parmi les facteurs, il y avait l'ammoniac, il y avait également les métaux lourds. Ce sont deux choses qu'on retrouve dans l'élevage aujourd'hui. Et donc la question, c'est est-ce que vous avez croisé vos données avec la géoéconomie de la Bretagne? Ça fait donc 3 questions. Hein. Vous avez bien compté. Alors, on va essayer de prendre dans l'ordre. Donc, effectivement, le sujet de l'étude Rénosum portait bien sur la rénovation en fait, de la régulation de l'exploitation de pêche de loisirs. Donc, c'était quand même notre focus, même si on en a discuté, ça pouvait être un point d'entrée pour d'autres problématiques. Je vais faire une réponse un peu ambivalente par rapport à la prise en compte de tout ce qui est exploitation hors pêche à la ligne. Je peux vous demander des réponses brèves, ouais. Comme ça on peut prendre... Donc oui, on prend en compte de façon implicite, parce qu'en fait on se base sur des mécanismes de renouvellement des populations qui tiennent compte de toutes les mortalités, quelle que soit leur source, et dont les exploitations légales, illégales, etc. Donc oui, on tient compte de ça. Mais on n'en tient pas compte de façon explicite pour en faire un levier, mais ça fait partie des choses qui, dans les statuts de conservation défavorables, peuvent être des leviers pour revenir vers un statut de conservation favorable. Pour ce qui est du changement climatique, eh bien oui, on a toute une batterie d'indicateurs qu'on suit en permanence, et donc ça faisait partie de ce que j'ai dit à la fin. Il faut qu'on fasse des points régulièrement pour voir si on dérive et comment on peut effectivement diagnostiquer à la fois le fait qu'on est en train de dériver sous l'effet éventuellement des changements climatiques, mais dans l'intervalle, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire préventivement, comme par exemple assurer au saumon atlantique la plus grande diversité d'habitats disponibles possible, et ça passe par des politiques générales de préservation de la continuité écologique à l'intérieur des cours d'eau, et qui bénéficiera au saumon climatique, mais pas que. Monsieur Girard, à vous un lien entre les nécroses et les activités économiques, si j'ai bien compris? Non. Non. Ah ben là, la réponse est brève. Là, pour le... Non, en fait, pour l'instant, on va essayer de voir quels sont les facteurs qui vont induire ces fameuses lésions ulcératives et nécrotiques en fonction des résultats d'analyse
ensuite, on ira un petit peu plus loin dans la recherche, notamment la recherche bibliographique ou dans la recherche géoéconomique, comme vous l'appelez, ou autre, pour voir quels sont les paramètres, notamment les paramètres physico-chimiques, si on trouve des niveaux de contamination dans les poissons relativement importants, s'il y a des corrélations qui peuvent se faire par rapport au milieu, aux estuaires ou en eau douce, dans le sédiment ou dans d'autres compartiments de l'hydrosystème, des hydrosystèmes. Très bien, donc c'est une piste qui reste à explorer. Oui. Complément rapide. L'UDN a été identifié dans pas mal d'endroits, dans des endroits où il n'y a aucune activité humaine, ou très peu. Hein. Donc, où l'anthropisation est très faible. Ça répond, je pense, en partie à la question, voilà, pour faire court. Très bien. On a une question ici. Oui, je suis Gilles Huette de Oui-Rivière de Bretagne et également secrétaire de l'association de pêche du Trieux. J'avais une observation et une question. Une observation pour dire que sur le terrain, sur nos rivières, dans les associations de pêche, la démarche Rénosum, elle est perçue comme une démarche nécessaire, utile, intéressante, mais très insuffisante. Parce que sur le terrain, les gens se rendent bien compte que la conservation du saumon, elle est liée à des facteurs beaucoup plus importants que la question de savoir si on doit ramener les quotas de capture par pêche à la ligne de 30 à 20 ou de 50 à 40 sur nos rivières. Et que la priorité des priorités de la conservation du saumon, c'est la préservation du milieu, c'est-à-dire la lutte contre les pollutions, et il y en a encore beaucoup dans notre région, c'est l'adaptation au changement climatique. Et là, on n'a pas encore commencé. Moi, je siège avec d'autres dans les conseils départementaux de l'environnement où les autorisations de rejet des entreprises industrielles ou des collectivités qui nous sont présentées ne prennent pas en compte la réduction des étiages certaines années qu'on nous présente pourtant comme un avenir proche et certain. Et je mets également dans ces priorités la suppression des verrous à la migration sur un certain nombre de nos rivières qui ont été présentées tout à l'heure. On a encore des obstacles à la migration qui empêchent les géniteurs de saumon de remonter 6 mois par an dans nos rivières sur les zones de reproduction. L'essentiel, il est là. Et parfois, les pouvoirs publics donnent le sentiment de mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté, non pas sur l'essentiel, mais sur l'accessoire. Et la question ? Et la question, elle est liée, vous allez le voir, à cette situation aussi, puisque sur le bassin versant du Trieux, dont nous a parlé Patrick Gérard tout à l'heure, et où on est confronté depuis le début des années 70, mais avec un renouveau, si je puis dire, de maladies depuis l'an dernier, renouveau de la maladie qui se traduit par des mortalités d'une quarantaine de saumons adultes, alors que le quota de capture par pêche à la ligne est de 31. Et on se félicite d'ailleurs de l'action qui a été engagée, mais il se trouve qu'en même temps, sur notre bassin versant, on a un projet XXL d'élevage de saumon, 20 000 tonnes par an, soit les 2/3 de la production nationale de salmonidés. Et ma question est, y a-t-il un risque pour le cheptel sauvage de saumon du Trieux lié au rejet permanent ou accidentel d'un tel élevage, puisque cet élevage sera fourni par des œufs fécondés en provenance de Norvège. Merci. Je réponds très vite sur Rénosum et puis mes collègues reprendront, je pense, plus sur l'aspect projet aquacole. Pour Rénosum, moi je partage tout à fait le point de vue exprimé par Gilles Huette sur l'importance relative des facteurs entre l'exploitation par pêche à la ligne versus tout ce qui concerne la préservation des milieux. C'est tout à fait vrai. Je pense cependant que Rénosum a fourni sa pierre à l'édifice en ce sens que
on a bien démontré dans cet exercice que l'exploitation du saumon par la pêche à la ligne et pêche de loisirs, c'est quelque chose qui est marginal en termes de mortalité. Ça, je pense que c'est important. Et maintenant, on peut tous s'appuyer là-dessus pour dire, bon, voilà, c'est pas là que... Il ne faut pas penser qu'on va résoudre les problèmes de pérennisation des populations de saumon en régulant simplement l'exploitation par pêche à la ligne. Là, on a des éléments objectifs. Et par ailleurs, on a aussi développé des outils qui, je pense, maintenant vont nous permettre de pouvoir engager ce que j'ai présenté comme un défi, c'est-à-dire d'intégrer dedans des scénarios d'évolution environnementale et de voir quelle peut être l'évolution des populations sous ces scénarios environnementaux, sachant que c'est déjà des problématiques sur lesquelles on travaille avec d'autres outils et on est dans ces démarches de prospective. Mais ça, c'est l'étape qui vient devant nous, là, et dans laquelle c'est indéniablement un défi et un champ de recherche extrêmement actif aujourd'hui. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans les années qui viennent. Et maintenant, sur l'association Santé Poissons Sauvages, sur le risque que représente un important élevage pour les poissons sauvages. Bon, alors déjà, 20 000 tonnes, c'est complètement... c'est tout à fait étonnant, pour pas dire plus. 20 000 tonnes, c'est certainement un élevage en cage flottante en mer. Je vois pas comment on peut faire ça à terre. C'est prévu à terre ? Alors, si c'est en hors-sol à terre, bon, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent à dépenser, parce que ça veut dire donc qu'il va être obligé de faire des circuits fermés. Si c'est un vrai circuit fermé, il est possible d'avoir des effluents extrêmement, une très bonne innocuité pour l'environnement. Et au niveau pathogène, pareil. On peut très bien avoir un contact très faible. Donc moi, je ne peux pas répondre comme ça a priori. Je pensais plutôt que c'était un élevage en cage flottante, auquel cas là j'aurais eu des réponses à vous apporter. Mais là, ça me laisse assez pantois d'ailleurs, hein, je ne vous cache pas, parce que je ne sais même pas combien de millions d'euros ou de dizaines de millions d'euros il va falloir pour le construire, plus le coût d'exploitation. Alors comme le saumon n'est quand même pas un poisson qui se vend très très cher, bon, ça se vend correctement, mais enfin, c'est pas un prix de vente exceptionnel. Pour être rentable, très sincèrement, ça me laisse vraiment pantois. Ouais, donc, difficile de répondre à votre question. Je vous propose d'échanger tous les deux en fait, que je connais pas, sur les spécificités du projet, mais peut-être en off à table, parce que je pense que tout le monde a commencé à avoir faim. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière? Non? Eh ben, on va pouvoir déjeuner. Si, il y a un bras, je ne vois pas. Oui. On patiente encore un petit peu, 5 minutes avant d'aller. Moi, ma question, elle est toute simple. Benjamin Martinez, stagiaire à l'EPAGA, le syndicat en charge du bassin de l'Aulne. Elle est pour Monsieur Girard par rapport au facteur de stress dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que justement, on peut retrouver des poissons malades liés à une capture? On parlait de no-kill tout à l'heure. Est-ce que des poissons qui se seraient fait capturer, on sait qu'une capture pour un poisson, c'est beaucoup de stress, justement. Donc, est-ce que ce genre de choses peut provoquer la maladie sur le poisson? Est-ce qu'on sait si ça peut être une des causes? Bon, le problème du stress, c'est que c'est multifactoriel. Il y a tout un tas de causes qui peuvent provoquer du stress chez le poisson. Le fait de capturer un poisson, de le pêcher, est un facteur de stress, c'est évident. Après, si le poisson retrouve des conditions normales, le facteur stress et les effets du stress, notamment la montée de cortisol dans le sang, entre autres, c'est ce que l'on dose pour essayer d'évaluer ça, avec une très grande variabilité au sein d'une espèce même, entre individus, ces effets disparaissent quand même relativement vite si le facteur stress diminue. Donc oui, ça peut être un facteur, mais pas un facteur plus important que tous les autres facteurs environnementaux ou autres. Sur l'autre, ce sont les barrages de stress. Et je rajoute juste une chose, c'est que cette maladie, elle s'exprime de manière un petit peu, on n'a pas pu tout détailler, mais elle prend une allure un peu épisodique, comme si c'était une maladie infectieuse, et en réalité, elle n'a aucun lien avec la pression de pêche. Elle apparaît dès l'entrée en eau douce, elle apparaissait dans des régions il y a très longtemps où il n'y avait pas de pression de pêche, donc oui, ponctuellement, à l'échelle individuelle, ça peut évidemment participer à ce problème-là, mais c'est une cause quasiment dissociée de l'UDN. L'UDN, c'est vraiment quelque chose qui s'est manifesté. Il y a quand même eu, dans ce que j'ai lu, 8000 saumons morts dans les années 60 dans la Tay, il me semble, dans le bassin de la Tay, en Écosse. Donc c'est quand même une maladie qui, de temps en temps, provoque des mortalités assez considérables. Et ce n'est pas 8000 poissons qui ont été piqués à la ligne, évidemment. Voilà, si ça répond à la question. Très bien, on va s'arrêter là. On peut évidemment poursuivre nos échanges.